Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez complète, une formation, un cours tout simplement sur comment détecter un retournement de tendance d'un point de vue technique, mais pas que. On parlera d'autres métriques également qui seront intéressants à surveiller. Ça, c'est vraiment une question qui est souvent posée, où les gens s'y prennent assez tard en général. Pourtant, c'est vraiment, plus on s'y prend tôt, plus on peut prendre un risque supplémentaire bien entendu, mais souvent, plus on sera récompensé, puisque arriver au milieu à la fin d'une tendance c'est compliqué. Par contre, observer que le marché se retourne et prendre des décisions en conséquence, ça peut nous permettre d'être avant tout le monde et d'avoir des entrées assez intéressantes. Donc on va faire une formation là-dessus, et comme d'habitude tu peux télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo, d'accord, qui te récapitule tout ce qu'on va voir ici. Ça te permet de ne pas prendre de notes, et vous êtes beaucoup à aimer ce genre de format, puisque je sais qu'il y en a qui aiment bien stocker toutes ces prises de notes que je fais pour vous tout simplement, qui est une mind map qui te permet de revisionner en 20-30 secondes de lecture tout ce qu'on va dire dans cette vidéo. Et il y en a beaucoup qui aiment ça leur permet de ne pas prendre de notes et de pouvoir relire très rapidement leur fiche. Et voilà, souvent on se dit oui, je vais me rappeler, oui, je verrai plus tard, ça va me revenir à l'esprit, mais c'est faux, hein. On emmagasine tellement d'informations assez souvent que on a besoin de prendre des notes et relire, donc ça te permet de tout simplement éviter de prendre des notes et aussi revoir dans une semaine, un mois, 6 mois, d'accord, ce cours-là de manière très rapide en 20-30 secondes. Le lien en description, si ça t'intéresse, tu peux bien sûr la télécharger, c'est 100% gratuit. Alors, on va voir comment détecter un retournement de tendance d'un point de vue technique, mais pas que, ça va être un cours assez complet. Mais avant, bien sûr, on va définir c'est quoi une tendance, d'accord? Parce que en fonction de votre niveau, certains m'écoutent, ils ont peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience ou plus dans le trading, d'autres qui viennent de commencer, ils savent même pas ce que c'est une tendance, donc on va commencer à définir ça. C'est quoi une tendance? C'est très simple, une tendance, je vais le noter. Une tendance est la direction générale dans laquelle le prix d'un actif évolue. Alors, le marché, il peut évoluer de 3 façons en général. Il peut évoluer à la hausse, d'accord, donc on va avoir une tendance qui est haussière. Il peut évoluer également à la baisse, donc on va avoir une tendance qui est baissière. Et dans certains cas, et même dans la majorité des cas, on va avoir ni une tendance haussière, ni une tendance baissière, on va avoir un range, d'accord? Donc c'est-à-dire que on va avoir un prix qui va osciller comme ça, mais qui va ni être en hausse, ni être en baisse. Donc il est en range, il est bloqué entre deux bornes, et on estime que le marché évolue 70-75% du temps en range. En tout cas, le marché évolue plus de temps en range qu'en tendance. Donc voilà tout simplement ce que c'est une tendance, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on a un prix qui monte, d'accord, on a une tendance haussière. Quand on a un prix qui baisse, d'accord, on a une tendance baissière. Et quand on a un prix qui ne fait pas grand chose, qui est ni en hausse ni en baisse, voilà, on peut le remarquer ici. Alors pour moins vous embrouiller l'esprit, on va se mettre en 3 jours, comme ça là on a un range qui est beaucoup plus simple à visionner, parce qu'à l'intérieur d'un range comme ça, on peut avoir des tendances, d'accord, sur les unités de temps inférieures. Et voilà, on a des phases où le marché il est ni en range, ni en tendance haussière, ni en tendance baissière, mais il est en range. Ça c'est le marché évolue de ces 3 façons-là. Et le but, ça va être avec ces différents métriques qu'on va voir d'un point de vue technique, mais autres, on va pouvoir voir le retournement d'une tendance. Alors, le retournement d'une tendance, c'est quand on passe d'une tendance qui est haussière, d'accord, à une tendance qui va être baissière, ou d'une tendance qui est baissière à une tendance qui va être haussière, tout simplement. Et ça, plus on le capte tôt, plus on se rend compte que le marché se retourne, plus on peut rentrer assez tôt dans le marché et avoir une très bonne entrée, d'accord? Parce que dans une tendance haussière, à partir du moment où on commence à avoir 3 impulsions, 4 impulsions, on peut dire qu'on arrive dans une tendance qui est mature. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'arriver dans une tendance après la 3e impulsion. Donc ici on en a 1, 2, 3. C'est beaucoup plus compliqué que de rentrer sur un retournement de marché, là où le marché avant était dans une dynamique baissière. D'accord, on le voit bien, vous avez une meilleure entrée si vous rentrez à ce niveau-là que à ce niveau-là, d'accord? Mais ça demande de capter comment on capte, comment on va déterminer cet retournement de tendance. Alors il y a plusieurs manières de le faire, d'accord, il y en a énormément. Aujourd'hui on va en voir principalement 4, d'accord. La première, ça va être ce qu'on appelle la structure du prix.
qu'on appelle la structure du prix. C'est tout simplement, on n'a pas besoin d'outils, pas besoin d'indicateurs ou autre, on va regarder ce que nous propose le prix. Une dynamique haussière, c'est caractérisé par des creux et des sommets de plus en plus hauts. D'accord. Tant qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, la dynamique la tendance haussière, la dynamique est haussière. On voit ici, on a un creux, un sommet, un creux, un sommet, etc., etc. Et on voit que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Une dynamique baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas, d'accord? Et un range, qu'on va pas trop évoquer ici, parce qu'on veut surtout voir les retournements de tendance, mais souvent, important à prendre en compte, le marché passe d'une tendance haussière à une phase de range, puis à une tendance baissière. C'est très rare que le marché va faire une tendance haussière, et d'un coup, bim, tendance baissière. Non, souvent, on va passer à la place par une phase de range avant d'entamer une dynamique qui est baissière, d'accord? Donc un range, pareil, c'est des creux des sommets, mais ni de plus en plus haut. Une phase où, voilà, on voit que les creux et les sommets sont au même niveau. Alors bien sûr, il peut y avoir des anomalies, des phases où on va aller un peu plus bas, un peu plus haut, mais globalement, on va être dans une phase où le marché n'est ni en tendance haussière, ni en tendance baissière. Donc, comment capter un retournement de tendance? Admettons qu'on soit en tendance baissière. À partir du moment où on va venir faire, donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Les sommets sont bien de plus en plus bas, la dynamique est baissière. Comment repérer qu'on est potentiellement sur un retournement? C'est lorsqu'on va avoir un break du précédent sommet, d'accord? Si déjà on commence à break ce précédent sommet, d'accord? Donc ici on voit que les sommets étaient de plus en plus bas, mais à partir de ce moment-là, on voit que on a un sommet qui est cassé, d'accord, et qu'on fait un sommet plus haut que le précédent, ça nous indique que, attention, alors c'est un peu agressif, d'accord, et il y a plusieurs manières de déterminer un retournement de tendance, il y en a qui vont être plus agressifs que d'autres, mais déjà, avoir un signal qui nous montre que on casse un précédent sommet, ça nous montre que, ok, on a des acheteurs qui sont présents et des vendeurs qui ne maintiennent plus des sommets de plus en plus bas, d'accord, et inversement, une dynamique haussière, si on break un précédent creux, ça nous montre que on a une force vendeuse et qu'on a des acheteurs qui sont beaucoup plus faibles, vu qu'ils ne maintiennent pas leur creux de plus en plus haut. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement la structure de prix. Si on casse le dernier creux, ça peut être un signal de retournement, et si on casse le dernier sommet, ça peut également être un signal de retournement. Ce qu'on aime bien en général pour valider, c'est vraiment ici un pullback, d'accord? Et la confirmation qu'on fait ici un creux et un sommet plus haut que le précédent, parce que ici on voit bien que la dynamique était baissière, les sommets sont de plus en plus bas. Ici on fait un creux plus bas que le précédent, d'accord, donc on est toujours dans une dynamique baissière. Là, sommet plus haut que le précédent, donc là déjà premier signal, attention, des acheteurs qui sont présents, réveil des acheteurs, des vendeurs qui se montrent pas, donc d'un point de vue structure de prix, on est potentiellement en train de se retourner. Et là, si on valide un creux plus haut que le précédent, et en plus qu'on break le précédent sommet, là on a vraiment la confirmation que on a inversé notre dynamique. Donc ça c'est la première manière de le voir, c'est sur la structure du prix. Donc on peut, par exemple si je me mets en weekly sur le BTC, et qu'on va regarder, tiens, j'aime bien prendre l'exemple de 2017-2018, voilà, ici, hop, on était dans une bonne dynamique qui était haussière, puisque qu'est-ce qu'on remarque? On a des creux et des sommets de plus en plus haut, d'accord? On le voit bien, les creux et les sommets sont clairement de plus en plus haut, c'est très simple. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre en close line, ça veut dire que vous gommez un peu les mèches, vous mettez juste en clôture de bougie, on va faire ça ensemble, hop, des creux et des sommets de plus en plus haut. Ici, déjà on a un premier signal qui nous montre que, attention, on ne fait pas un sommet plus haut que le précédent, et là on casse le dernier creux. Donc là déjà on peut constater que on est potentiellement dans une dynamique qui se retourne, vu que on fait pour la première fois un creux plus bas que le précédent. Et on voit que ensuite les sommets et les creux sont bien de plus en plus bas. Là on a une petite phase de range, ok, et celui-ci casse à la baisse, on continue notre dynamique baissière. Et inversement, on voit que une dynamique haussière, c'est ici des creux et des sommets de plus en plus haut, ok, jusqu'à de la même façon inverser notre dynamique en faisant à nouveau ici un creux plus bas que le précédent. Et ici on voit qu'on fait des sommets et des creux de plus en plus bas. Jusqu'à pareil, à nouveau, ici, on fait un sommet plus haut que le précédent,
à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, on est toujours dans une dynamique baissière, vu qu'on a des sommets, des creux de plus en plus bas. Ici, hein, si je me mets en mode replay à partir de ce niveau-là, et ben, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, on est dans une dynamique baissière. Les sommets sont de plus en plus bas. Les creux sont de plus en plus bas. Et on peut continuer à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Mais ici, à ce moment-là, on break le précédent sommet, ça nous inverse notre dynamique, et là, on se rend compte que à partir de ce moment-là, on a du coup des creux, des sommets de plus en plus haut, d'accord? Ça, c'est tout simplement la structure du prix. Donc, si on break un précédent creux, un précédent sommet, ça peut nous montrer comme quoi on a un affaiblissement et qu'on est potentiellement en train de se retourner. De la même manière, lors du top qu'on a eu en 2021, ici, qu'est-ce qu'on constate? Les creux et les sommets sont bien de plus en plus hauts, ok? Ici, attention, break du précédent creux, sommet plus bas que le précédent, et là, on rentre dans une dynamique baissière, jusqu'à, encore une fois, inverser en breakant le précédent sommet. Donc ça, c'est la structure de prix. Donc, hop, on l'a vu, numéro 1, hop, structure de prix. Structure du prix. Le deuxième, ça va être les patterns. Alors il y a certaines patterns qui vont nous donner un signal un peu plus puissant que d'autres, mais qui peuvent nous montrer comme quoi on essaye de se retourner. Moi, les patterns que je surveille le plus en général, c'est les structures de retournement type W, ok, ou de top, type M, les épaules tête-épaule, hop, qui au final une épaule tête-épaule, c'est tout simplement, donc ici on a une épaule tête-épaule inversée, et ici on va avoir une épaule tête-épaule. Alors en général, ils sont pas aussi jolis, mais bref, c'est une épaule tête-épaule et une épaule tête-épaule inversée, ou en général, c'est un V-bottom suivi d'un W, d'accord? C'est la même chose qu'un W, sauf qu'on a, juste avant, un V-bottom. Et les patterns de ravalement, c'est-à-dire vous allez avoir une bougie, et l'autre bougie va venir ravaler l'entièreté de la précédente bougie. D'accord? Donc ravalement haussier ou ravalement baissier. C'est globalement les trois patterns que je regarde pour être sur un retournement de marché. Il peut y en avoir d'autres pour certains. Voilà, chacun a ses patterns qu'il préfère. Maintenant attention, une pattern, une structure de prix, on en parlera après. Oui, ça peut vous déceler un bottom. C'est pas pour ça que vous allez vous positionner sur tous les cassures de précédent creux, de précédent sommet, tous les W, toutes les patterns. Non, parce que si vous faites ça, ça va pas fonctionner, d'accord? On ne peut pas prendre une décision sur juste une pattern de retournement. Donc ça, c'est des patterns, et de la même manière, on voit qu'il y a un lien avec la structure du prix, parce que qu'est-ce que ça nous indique une pattern de retournement type M-top? Eh ben, on a tout simplement un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent, et un creux plus bas que le précédent. Et c'est des structures, en général, qui fonctionnent plutôt bien, d'accord? Sur le BTC, en tout cas, les structures en W fonctionnent très bien pour poser des bottoms. On a un exemple avec cette pattern de retournement qu'on a eu ici. D'accord? On a bien notre structure en W. Si je me mets en close line, on la voit également. On a ici une pattern en W. Tac. Ok. Ah, mince. On a ici notre pattern en W qui est très bien visible. Ici, on a notre pattern de top de marché. Ok. Avec creux et sommet de plus en plus bas. Ok. Si je me mets en close line, c'est pareil. On voit bien ici, on a bien un M-top. Ici, on a bien un M-top. D'accord? Et pareil, si je continue, les patterns en W. Voilà. Ici, on a même on a un petit W dans un plus gros W. Bon, ici, c'est une très grosse accumulation. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a pareil, un M-top, d'accord? Sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, break. Là, on peut dire qu'on a inversé notre dynamique baissière. Ici, on a également un petit M-top, d'accord? Donc, c'est des patterns qui marchent plutôt bien, alors que ça soit sur du weekly, que ça soit sur du daily, par exemple. Au moment de nos tops en 2021, novembre 2021, et ben ici, on a une structure de top, d'accord, avec sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent, et pareil, qu'est-ce qui nous inverse notre dynamique lors du bottom de l'été 2021? C'est pareil, une structure de retournement, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, break du précédent sommet, ici on a bien notre pattern, d'accord? On peut plus la voir en 3 jours, voilà, elle est un peu plus visible en 3 jours. On a ici notre pattern de retournement. Et voilà, ce genre de pattern, pareil, structure en doublé, marche plutôt bien. Épaule tête épaule, ça arrive un peu plus rarement. Ici, on a une épaule tête épaule, tac. Voilà, au moment du break. Épaule tête épaule qui nous indique un top de marché. Alors c'est un peu plus rare, on a plus souvent des structures en W ou M que des épaules tête épaule, mais la dernière qu'on a fait sur le BTC, c'est elle. Là, on en a une. On peut voir ça comme l'épaule, la tête et l'épaule inversée. Tac.
Et au final, c'est un V-bottom suivi d'une pattern de retournement type W. Ça, là, on a notre épaule tête épaule. Voilà. Mais si vous voulez être plus agressif, on a la pattern de retournement W qui est ici. Et on a également des ravalements. Alors, ravalement haussier, ravalement baissier, c'est qu'on englobe l'entièreté de la précédente bougie. Ici, on a un exemple. D'accord? Voilà, on voit que la bougie verte là ravale l'entièreté, d'accord. Et c'est encore plus bullish lorsqu'on a une tentative de break par le bas, on le voit ici par la mèche, et au final on ravale, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une incitation vendeuse, on piège des vendeurs, on a le réveil des acheteurs et on clôture l'entièreté de la bougie. C'est beaucoup plus bullish que juste avoir un ravalement classique, d'accord. Mais juste un ravalement classique déjà, c'est plutôt pas mal. Ici pareil, on a un ravalement avec cette bougie. Par contre, c'est des patterns un peu plus agressifs, d'accord. Ils sont beaucoup moins puissantes qu'une pattern style épaule tête épaule ou W, mais ça reste des entrées assez agressives, mais qui fonctionnent. Ici, on a un ravalement baissier, d'accord. On ravale l'entièreté de la précédente bougie. On en a où des ravalements, tac tac tac. Alors ça se trouve j'en rate. Ici, on a un ravalement baissier. Ok, on le voit bien, on ravale l'entièreté de la bougie. Ici, on a un ravalement baissier avec celle-ci, d'accord. Tac tac tac, comme je dis, j'en rate. Alors, les ravalements, ici, il y en a qui pourraient voir ça comme un ravalement aussi. Moi, j'aime bien que la pression de bougie soit assez conséquente quand même, d'accord. Voilà, si on fait une petite bougie comme ça et l'autre à clôture au-dessus, bon, c'est pas spécialement un ravalement, d'accord. Je veux quand même que la bougie qu'on ravale soit assez conséquente. Vous voyez ici, celle qu'on ravale, la bougie verte est assez importante quand même. Ici, la bougie verte est assez importante. Mais ravaler une bougie style cette bougie-là, ok, bon, c'est moins incroyable puisque la bougie est beaucoup plus petite. Mais en tout cas, pareil, c'est des patterns assez intéressantes où lorsqu'on a ce type de ravalement, bah ça nous indique qu'on a une bonne réaction acheteuse. Est-ce que je peux vous en montrer d'autres? Ici, on a un ravalement baissier à ce niveau-là sur cette pattern de ravalement. Tac tac tac. Là, on a un gros ravalement baissier ici. Et là, on englobe l'entièreté de la bougie. Après, voilà. Ici, on a un ravalement aussi. Un ravalement baissier également. Pas aussi, baissier, pardon. Puis, on enchaîne par un ravalement haussier. Donc oui, des fois, c'est pas magique, hein, ça marchera pas tout le temps, d'accord. Et comme je dis, on peut pas prendre des décisions juste à partir d'un ravalement, d'accord. On peut pas prendre que ça en compte. Par contre, voilà, quelqu'un qui prend des profits ici parce qu'on a ravalement, oui, c'est tout à fait une possibilité. Donc ça, c'est la deuxième manière, c'est tout ce qui est ravalement haussier, ravalement baissier et les patterns. Donc on a vu structure de prix, on a vu pattern, maintenant on peut prendre en compte aussi les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, l'avantage à permettre de filtrer le bruit du marché et ça donne une représentation un peu plus lisible. Donc une moyenne mobile, c'est quoi? Ça va tout simplement calculer. Alors je vais prendre une moyenne mobile simple. Hop, tac, tac, tac. Alors, c'est pas. C'est vrai que c'est toujours compliqué avec. Je veux pas prendre une EMA, je veux prendre juste une moyenne mobile simple. Voilà, merci. Tac. Parce qu'une EMA, c'est une moyenne mobile exponentielle, c'est calculé différemment. Ça prend les bougies précédentes, les bougies les plus récentes prennent beaucoup plus d'importance que les plus anciennes. Une moyenne mobile, c'est tout simple. Vous déterminez une période, d'accord, une période de 9 longueurs, 15 longueurs, 100 longueurs. Et du coup, si vous déterminez une période de 100 longueurs, ça prend les 100 précédentes bougies, ok. Donc en fonction de l'unité de temps, ça s'adapte bien sûr. Ça prend les 100 précédentes bougies et ça fait une moyenne de ces 100 précédentes bougies, d'accord. Ce qui vous permet d'avoir un point de repère en fonction de comment le marché évolue, d'accord. Donc si on a un marché qui est en hausse, d'accord, il y a de grandes chances que la moyenne mobile soit en hausse, bien entendu. Maintenant, c'est un temps décalage, vu qu'on prend les 100 précédentes bougies. Si vous avez 100 bougies qui font ça, et une bougie qui fait ça, on va pas avoir une moyenne mobile qui est ici, d'accord? Parce qu'on va bien sûr avoir une moyenne mobile qui va s'adapter en fonction de comment le prix évolue. Vous voyez que là, si je prends les 100 précédentes bougies, ok, on a une moyenne mobile qui commence à être en hausse, d'accord, depuis pas très longtemps. Alors que le prix est en hausse depuis un moment. C'est normal, il y a une latence quand même. C'est là l'importance des EMA. Moi, je préfère trader avec des EMA, c'est qu'ils prennent une plus grosse importance sur les bougies les plus récentes. Et on voit que elle, déjà, elle est en hausse. Je vais la différencier avec une autre couleur. Elle, on voit qu'elle est en hausse depuis un plus long moment. D'accord? En gros, moyenne mobile simple, ça prend les 100 précédentes bougies et ça fait la moyenne. Ok? Moyenne mobile exponentielle, c'est pareil, sauf que il y a un coefficient plus important sur les bougies les plus récentes. Donc voilà, maintenant, on peut voir plusieurs façons
de voir un retournement avec les moyennes mobiles. Les plus classiques, c'est de, hop, je vais mettre EMA, c'est de prendre une EMA 20, après il y en a qui utilisent des moyennes mobiles simples, ça c'est à vous de voir, et une EMA 50, et bah, c'est assez simple, hein. Des moyennes mobiles orientées à la hausse, on est dans une dynamique haussière, et au moment qu'on crosse à la baisse, on peut estimer que on est sur une pattern de retournement. Maintenant voilà, vous aurez un signal beaucoup plus tard si vous attendez un cross de moyenne mobile. Maintenant, voilà, ça vous doit en fonction de votre profil, mais il y a une latence, d'accord, c'est tout à fait logique, et tous les indicateurs ont toujours une latence, et qu'est-ce qui vous permet de ne pas avoir une latence, c'est de prendre directement ce que vous voyez sur le marché, autrement dit le prix. À partir du moment où vous mettez des outils, des indicateurs, à moins d'avoir des outils sur le volume, ou des outils comme Fibonacci ou autre, mais tout ce qui va être calculé en fonction du prix, il y a une latence, d'accord, que ça soit, voilà, comme je dis, MACD, RSI, que ça soit moyenne mobile, que ça soit d'autres indicateurs, bref, il y a une latence. Et c'est pour ça que voilà, le signal est donné beaucoup plus tard. Mais ça peut être une manière de fonctionner. Vous avez un cross à la hausse, on peut estimer qu'on repart dans une dynamique qui est haussière. On a un cross à la baisse, on peut repartir dans une dynamique qui est baissière. Ça marche bien sûr sur plusieurs unités de temps. Voilà. On cross à la hausse, la dynamique est haussière. Tant qu'on reste à la hausse, on est dans une dynamique haussière. On cross à la baisse, comme ici. Attention, on est potentiellement dans une dynamique qui est baissière. Ça, c'est à vous de voir. C'est une autre manière de voir un retournement de tendance. Ça peut être des crosses de moyenne mobile. Moi, j'utilise des tunnels Vegas, d'accord. Ceux qui regardent mes vidéos assez souvent, j'utilise les tunnels Vegas. En fait, ça permet d'avoir une représentation. C'est exactement des moyennes mobiles, 144, 169, 233 d'amplitude, mais sur différentes unités de temps. Et je préfère observer des crosses de moyennes mobiles sur différentes unités de temps que d'avoir EMA 50, EMA 20 sur juste du daily. Ici, c'est calculé sur l'unité de temps daily. La différence, moi, quand je mets ici des tunnels, c'est que j'ai des moyennes mobiles sur du 1 heure, j'ai des moyennes mobiles sur du 4 heures, et j'ai des moyennes mobiles sur du daily. Et ce que j'aime bien sur le BTC, sur le marché en général, c'est d'observer le cross du tunnel 1 heure avec le tunnel 4 heures. Par exemple, c'est ce qu'on a eu lors du top de marché en 2021. On a eu un cross du 1 heure à la baisse avec un 4 heures, enfin le 1 heure qui est passé à travers le 4 heures. Et tant qu'on a un 1 heure sous le 4 heures, on peut estimer qu'on est dans une dynamique qui est baissière. Là, on voit qu'on est dans un range, d'accord. Les moyennes mobiles ne sont pas exploitables dans un range. On voit que le 1 heure, le 4 heures, ils sont relativement plats. Surtout le 4 heures, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, pareil, qu'on repasse un 1 heure sous le 4 heures, on est dans une dynamique baissière jusqu'à temps avoir un 1 heure qui recrosse à la hausse, d'accord. De la même manière, ici, on a eu un 1 heure qui cross à la hausse, on est parti dans une dynamique qui est haussière. Donc ces cross des moyennes mobiles, alors, on a des signaux un peu plus agressifs en utilisant le tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, d'accord. Donc ça va pas vous dire qu'on a un cross 2-3 mois après, comme on a vu avec les EMA 20-50. Voilà, mais de la même manière, ici, tout le bull run de 2021, le 1 heure au-dessus du 4 heures, ici, au moment où on break, et on a une confluence ici entre cassure, ce qu'on a vu, la structure du prix du précédent creux avec un break du 1 heure sous le 4 heures, ça peut être un signal, on peut dire, qu'on est en train de se retourner. Et de la même manière, tant que le 4 heures, tant que le 1 heure est sous le 4 heures, on voit que ça fait office de résistance, le 1 heure repasse à la hausse, on peut repartir dans une dynamique qui est haussière. Donc ça peut être une autre manière de voir des retournements de marché. Alors pareil, il y a une latence, d'accord, mais la latence est beaucoup plus faible que les moyennes mobiles que j'ai présentées avant. Par contre, c'est un peu plus difficile à utiliser que des moyennes mobiles simples parce qu'on est quand même sur plusieurs unités de temps. Donc voilà. Donc ça c'est pour les moyennes mobiles. D'ailleurs, comme je dis, là on est potentiellement sur un retournement de tendance, ça dépend. Il y en a qui vont se dire, du coup, vu qu'on a break ce pression sommet, on repasse dans une dynamique, on n'a pas spécialement une clôture, donc c'est moins encourageant. Ça c'est à vous de voir, d'accord. Vous adaptez toujours en fonction de ce que le marché vous donne. Donc on a vu la structure du prix, on a vu les patterns, on a vu les moyennes mobiles. Le dernier outil, c'est Fibonacci. Fibonacci, c'est un bon outil pour déterminer des zones d'intervention long terme type zone de rechargement, mais c'est intéressant également de constater les 0,382 de Fibonacci, qui est tout simplement le premier arrêt, et on estime que tant qu'on se situe au-dessus des 0,382, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Si on break ce niveau clé, la dynamique potentiellement s'inverse, et on rentre dans un range, voire une dynamique baissière. Et si je prends pareil le bottom qu'on a eu enfin le bottom, la tendance haussière qu'on a eu en 2017, hop, on a ici notre dynamique, tac, qu'est-ce qu'on constate? Les 0,382 tiennent, on repart à la hausse, pas de souci, hop, je décale mon Fibo, les 0,382 tiennent encore, pas de souci, on continue. Ici on n'a même pas été les chercher, hop,
ici, ok, parfait. J'ai un rebond dessus, pas de souci, on est toujours en dynamique. Ici, je break. En plus, cette zone de support, je la casse et je la flippe en résistance. Ici, la tendance est inversée. On peut dire qu'on est repassé dans une dynamique qui est baissière. D'accord? De la même manière, je peux utiliser un Fibo inversé. Voilà, à partir du break ici, on pouvait se dire que on était sorti de cette dynamique. Maintenant, des fois, il y a des signaux qui sont assez tard et peu exploitables. Ici, c'est compliqué de rentrer à partir de ce moment-là, alors que si je prends le point le plus bas, le point le plus haut, on a déjà fait un x3, d'accord? Donc voilà, c'est pas tous les 0,382 de Fibonacci ne sont pas spécialement utilisables, tous les crosses des tunnels Vegas ou autres ne sont pas spécialement utilisables, toutes les moyennes mobiles, tout n'est pas spécialement utilisable à chaque fois. Faut s'adapter en fonction du contexte de marché, bien entendu. Ici, si je trace un Fibo, on a break les 0,382 ici, on pouvait être potentiellement dans un retournement, d'accord? Et on est rentré dans une phase de range, et c'est là où il faut s'adapter, d'accord? Il y en a qui vont dire, ah ça y est, on a break ces retours à 12 000 $, sauf que moi, qu'est-ce que je vois une pattern de retournement ici. Et pareil, je peux mettre un Fibo dans ce sens-là. Tac. Ou ici, on peut se dire, dès qu'on passe au-dessus des 0,382, on relance, on est à nouveau dans une dynamique qui est haussière. Hop. Je peux prendre un Fibo également sur tout ce mouvement-là. Hop. Et ici, au moment du break, on pouvait dire que, pareil, la dynamique s'était inversée. Actuellement, les 0,382 sont assez loin. Par contre, je peux prendre des mouvements intermédiaires. Par exemple, je peux prendre ce mouvement-là. Là, je peux me dire qu'on est actuellement sur les 0,382. Donc, le premier arrêt, c'est assez intéressant de l'utiliser sur des gros mouvements pour capter le premier arrêt qui est le niveau qui doit être défendu par les acheteurs. S'il casse, potentiellement qu'on soit sur un retracement un peu plus profond. Donc, voilà, on a vu 4 façons. On a vu la structure du prix, les patterns, des moyennes mobiles et les retracements de Fibonacci. Maintenant, c'est toujours une question de probabilité. D'accord, le trading, c'est que des probas. Donc, vous serez jamais sûr à 100%, il n'y a jamais de 0% non plus, mais c'est que des probas. Et oui, une pattern de retournement, c'est une probabilité d'être sur une structure de retournement, que le marché se retourne. Oui, un cross des moyennes mobiles, c'est également des probabilités. Maintenant, ces probabilités, on peut les renforcer. On peut les renforcer de plusieurs manières. On peut par exemple surveiller, je vais le noter, surveiller le momentum. D'accord, le momentum qui nous permet de voir si on a un affaiblissement vendeur, si on a un flux acheteur, si on a un flux vendeur également. Ça nous permet de voir, ok, qu'est-ce que font, comment le marché se comporte. C'est toujours pareil calculé en fonction du prix, mais ça nous permet de voir affaiblissement ou flux haussier. D'accord, et pareil, une pattern de retournement donc qui est censé être bullish, précédé par, ici je prends tout simple, une divergence haussière sur le MACD, qui nous indique tout simplement un affaiblissement au niveau des vendeurs, et ben on a une meilleure probabilité d'être sur quelque chose où on se retourne, plutôt que, par exemple, sur cette pattern de retournement type W. On a également ici une pattern de retournement, alors sachant qu'on est toujours dans une dynamique haussière à ce moment-là, on peut dire que c'est une pattern de continuation de tendance, mais admettons c'est une pattern de retournement. La différence c'est quoi? C'est que ici on a un MACD vendeur, d'accord, donc on a un flux qui est baissier, et de mémoire, si je passe en daily, on a ici, hop, une divergence qui est baissière, d'accord. Donc oui, on a la pattern, mais on n'a pas le momentum qui va avec nous. À la différence où ici, par exemple, même sur cette pattern de retournement, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence haussière qui est validée, tout simplement. Donc c'est mieux d'avoir une pattern de retournement. Alors que je dis pattern, ça peut être également cross des moyennes mobiles, structure de prix, retracement de Fibonacci, avec de l'autre côté également un affaiblissement soit vendeur ou acheteur, et également un flux. C'est-à-dire au moment où on break la structure, qu'est-ce qu'on constate ici? On a un vrai flux haussier avec un fort momentum. Donc ça, c'est surveiller le momentum. Alors, vous pouvez faire ça sur le MACD, vous pouvez faire ça sur le RSI, vous pouvez faire ça sur plein d'autres métriques également, ça c'est à vous de voir. Ça va être également surveiller le contexte, la macroéconomie, le fondamental de l'actif, l'indice du dollar également. Ça c'est des choses à prendre en compte. Si tout converge dans votre sens, vous augmentez les probabilités. Ça va être également de surveiller la psychologie des gens. Combien de personnes ici parlaient des 12 000 $, 13 000 $, 14 000 $? Il y en avait énormément. Comment les intervenants vont réfléchir? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils déterminent que c'est une opportunité? Le marché fait souvent l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Si vous cherchez des achats et 95% des autres personnes cherchent des ventes, je dis pas que vous avez 100% raison, je dis juste que ça peut vous avoir une confluence, d'accord, dans votre biais de chercher des achats, parce qu'il y a tout le monde qui est contre vous en général. Se mettre le dos tout le monde, c'est plutôt, alors c'est pas se mettre à dos tout le monde, c'est faire l'inverse de ce que la majorité des gens font. En général, c'est plutôt intéressant puisque la majorité des gens se trompent.
Dernière chose, le plus important, surveiller la zone où le prix se trouve, d'accord? On peut avoir une pattern de retournement, on peut avoir un cross des moyennes mobiles, mais si on n'est pas sur une zone intéressante, c'est pas intéressant. Et par exemple, je peux tracer un Fibonacci. Ici, la pattern de retournement, on l'a fait où? Dans une zone de rechargement long terme, entre les 0,118 et 0,786. Il y a une différence entre faire une pattern de retournement après un moins 80%, moins 75%, et faire une pattern de retournement au-dessus d'un nouvel ATH, d'accord? Je préfère clairement me positionner sur ce genre de pattern de retournement que si on fait quelque chose comme ça, d'accord? Où là, on n'est même pas sur une pattern de retournement, de toute façon, on est sur une pattern de continuation de tendance. Mais localisez vos entrées, c'est vraiment important, d'accord? Pareil, un ravalement baissier, il y a une différence entre le faire proche d'un nouvel ATH et après un moins 80%, d'accord? C'est beaucoup plus compliqué de se positionner après en étant vendeur, après que le marché ait déjà pris moins 80%. Donc surveillez la zone où le prix se trouve. Voilà, on a terminé là-dessus. Je vais te donner 5 astuces supplémentaires en rapport avec les tendances et les retournements de marché, d'accord? Je les ai déjà écrits, d'accord? Je vais juste les noter ici. Très important, un range précédé par une tendance a plus de chances de casser et continuer dans le même sens que la tendance initiale. Ça c'est vraiment important, il y en a beaucoup lorsqu'on range, d'accord? Et comme je te l'ai dit, quand tu as une tendance haussière, tu peux potentiellement te retourner, mais avant de te retourner, tu vas passer par une phase de transition, une phase de range, d'accord? C'est rare que le marché change d'un coup comme ça de dynamique. Ça peut arriver, c'est assez rare quand même. Et par contre, ce range-là, tant qu'il n'est pas break à la baisse, la dynamique de fond reste haussière. Et un range précédé par une dynamique haussière, il y a plus de chances qu'il casse à la hausse, d'accord? Ici, on avait un range précédé par une dynamique haussière, vu qu'on avait ici une pattern de retournement, plus de chances de le casser par le haut. Ici, pareil, alors des fois on fait des fausses cassures, ici je me rappelle on a fait une fausse cassure, mais voilà, des ranges comme ça ont plus de chances de se prolonger. Ça marche sur toutes les unités de temps, d'accord? C'est pareil, si je me mets ici en 1 heure ou en 4 heures, et ben pareil, on prend la dynamique de fond, ici la dynamique de fond est haussière, un range précédé par une dynamique de fond haussière, plus de chances de casser par le haut. Ça, c'est vraiment l'astuce numéro 1 que je veux que tu comprennes, qui est vraiment importante, d'accord? On prend toujours la tendance primaire, on regarde le range par quoi il est précédé, ce range-là a plus de chances de casser dans le même sens que la tendance initiale. Deuxième point important, après 3 impulsions haussières ou baissières, la tendance devient mature. Une tendance mature ne veut pas dire que la tendance va se retourner, bien au contraire, elle peut toujours se prolonger, mais ça nous indique qu'on a potentiellement un affaiblissement vendeur ou acheteur, et c'est ce qu'on voit sur les MACD ou le RSI par une divergence baissière ou haussière. Donc après 3 impulsions, faire de la continuation de tendance, c'est un peu plus dangereux, c'est pas pour ça qu'on va avoir un retournement de tendance, d'accord, mais c'est compliqué, et selon moi, vaut mieux rien faire. Trader à contre-tendance est dangereux. Ça c'est du classique, cherchez toujours à jouer dans le sens de la tendance, et il y a une différence entre faire de la contre-tendance et se positionner lorsqu'on a un retournement de tendance, d'accord? Puisque globalement, faire de la contre-tendance, c'est vendre ici, hop, vendre ici, alors que se positionner lorsqu'on a un retournement de tendance, c'est shorter ici, parce qu'on a ici une autre structure de top, c'est différent. Là, on fait de la contre-tendance. Là, on a inversé notre dynamique. Donc là, on est au tout début d'une potentielle dynamique qui est baissière. On n'est jamais sûr à 100%, mais c'est possible qu'on soit sur le début d'une dynamique. Et pareil, 3 impulsions à la baisse, méfiance, on arrive sur potentiellement la fin d'une dynamique. La fin d'une dynamique veut pas dire on repart to the moon. Ça veut dire que on peut latéraliser, rentrer dans une phase de range jusqu'à retrouver une tendance à la baisse et jouer le prolongement de la tendance initiale. Ça va dans ce que je viens de dire. Hop, alors impossible de coller, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On n'anticipe jamais le retournement d'une tendance à l'avance. On n'anticipe jamais, parce qu'on peut pas le savoir. C'est pas parce que vous avez un affaiblissement vendeur que c'est sûr à 100% que la tendance va se retourner. Non, parce que on peut avoir un affaiblissement vendeur, d'accord? Mais si on n'a pas d'acheteur en face, des vendeurs faibles seront toujours plus forts que pas d'acheteurs, ce qui est tout à fait logique. Donc, on n'anticipe jamais le retournement d'une tendance. Et important, chose qui est souvent négligée, tac, la tendance observée sur une unité de temps supérieure domine sur celle identifiée dans les unités de temps inférieures. C'est-à-dire que si vous avez une tendance haussière H4, 4 heures, et qu'à l'intérieur vous avez une dynamique baissière 15 minutes, ce qui sera sûrement le cas ici et ici, c'est pas pour ça que c'est une dynamique baissière et que faut absolument short.
faire de l'analyse multi-time frame, c'est important, et c'est bien d'avoir une confluence de toutes les unités de temps. Et là, on est dans un scénario assez concret, puisque on a une dynamique de fond en weekly qui est haussière, mais en daily, on a une tendance baissière, voire neutre, d'accord? Vu qu'on a réintégré, on peut dire qu'on est neutre, mais voilà. Et c'est là où la tendance primaire prime, d'accord? Et selon moi, vaut mieux toujours chercher des longues, mais méfiance, vu que la tendance secondaire, donc tendance primaire weekly haussière, tendance secondaire daily baissière, voire neutre, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est là où c'est plus compliqué, potentiellement, soit pour ceux qui sont moins agressifs, attendre un retournement de tendance en daily pour avoir une confluence entre le weekly et le daily. Mais ça, c'est vraiment important de prendre ça en compte. La tendance sur l'unité de temps supérieure prime à la tendance qui est inférieure. D'accord? Voilà, j'ai terminé ce cours. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus concret possible, de vous donner assez d'exemples, des manières de voir des retournements de tendance. Il y en a plein. Il y en a qui vont prendre ça aussi sur le fondamental en fonction du contexte. D'accord? Moi, je parle surtout ici d'un point de vue technique. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres méthodes. Mon but, c'est pas de te changer de méthode si t'en as une, mais c'est de te montrer comment on peut détecter un retournement. Alors attention, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que tu seras souvent contre la majorité des gens, parce que quand on a une tendance haussière et qu'on est potentiellement sur un retournement, c'était le cas, je me rappelle quand je vous ai dit ici qu'on était en train de se retourner, c'était vers janvier 2023, comme quoi on avait une pattern de retournement et que le marché, selon moi, n'allait pas chercher les 12 000 $, vous allez souvent être à contre-courant, donc c'est pas facile quand il y a tout le monde qui vous dit non, tu te trompes, non, on va aller ici, les médias, les gens, et prendre une décision quand il y a toute la foule qui est contre vous, souvent c'est pas facile parce qu'on peut se laisser influencer. Donc quand vous êtes sur une pattern de retournement, en général, faut quand même avoir du courage parce que c'est prendre un risque, bien entendu, mais un risque qui doit toujours être maîtrisé. Par contre, si vous avez raison et qu'on est vraiment sur une vraie pattern de retournement et vous captez le bottom, d'accord, il y a de grandes chances que vous profitez clairement de toute la hausse. Ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît, de vouloir avoir le bottom au dollar près. Vaut mieux rentrer un poil plus tard et être sur un bottom confirmé que de rentrer super tôt, mais de ne pas être sur un bottom confirmé, d'accord? Donc là, une personne, on va dire, plus intelligente, plus réfléchie, vaut mieux 40 au moment où on a notre clôture à 21 000 $ que de rentrer ici à 15 000 $, parce que là on a la confirmation d'un bottom, alors que là absolument pas. J'ai terminé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en pensez et quels sont vos outils, vos indicateurs, vos métriques, ce que vous utilisez pour détecter un retournement de tendance. Je vous rappelle, il y a une fiche récapitulative de tout ce que je viens de dire, juste à relire, ça te prend 30 secondes même pas pour comprendre ce que j'ai dit, relire tout simplement. C'est entièrement gratuit, le lien est en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.